Madame, Monsieur, vous êtes sur Africa 24, la chaîne des Africains, pour les Africains, par les Africains. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom qui se consacre aujourd'hui aux enjeux de libre circulation sur le continent africain. Malgré la volonté affichée de plusieurs dirigeants, voyager d'un pays africain à un autre reste souvent plus compliqué que de se déplacer vers d'autres continents. Selon plusieurs études de l'Union africaine, de nombreux citoyens ont encore besoin d'un visa pour accéder à une majorité de pays du continent, freinant ainsi les échanges commerciaux, le tourisme et la mobilité professionnelle. Pourtant, plusieurs États ont engagé ces dernières années des réformes importantes. Le Bénin, le Rwanda, les Seychelles, la Gambie ou encore le Ghana ont adopté des réformes politiques d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée pour les ressortissants africains. D'autres communautés régionales comme la CEDEAO ou la Communauté d'Afrique de l'Est ont également fait de la libre circulation un pilier de l'intégration. Dans ce contexte, une question s'impose. La suppression des visas entre États africains constitue-t-elle le véritable accélérateur de l'intégration régionale ou soulève-t-elle encore des défis sécuritaires, économiques et politiques majeurs? Nos invités du jour, des experts de haut vol, apportent des éclairages sur cette question. Il s'agit notamment du Dr Innocent Fedzekamdem, enseignant permanent à l'IRIC, expert en droit du commerce international. Dr Fedze, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci infiniment. Bonjour Madame Gombe. Bonjour Monsieur Sikam. Nous sommes également rejoints par Monsieur Joël Sikam, industriel et président du PAJEC, patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Monsieur Sikam, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci de m'avoir sur le plateau. Madame, Monsieur, alors que la ZLECAf ambitionne de créer le plus vaste marché commun du monde avec le nombre de pays participants, de nombreux experts considèrent que la libre circulation des personnes constitue un préalable indispensable à la réussite de cette intégration économique. Entrepreneurs, investisseurs, étudiants ou travailleurs ont besoin de se déplacer plus facilement pour saisir les opportunités offertes par le marché continental. Un reportage signé Lefty Ono. Le Togo ouvre désormais son territoire aux citoyens africains sans obligation de visa pour des séjours allant jusqu'à 30 jours. Annoncée par Faure Essozimina Yassingbe, cette mesure s'inscrit dans la dynamique de la zone de libre-échange continentale africaine visant à accélérer l'intégration économique, la mobilité régionale et les échanges intra-africains. Présentée à Lomé lors de la conférence inaugurale sur la politique et le droit de la concurrence organisée en marge de Biashara Africa 2026, cette orientation a été défendue par le ministre togolais de l'économie et de la veille stratégique comme une étape cohérente avec la construction du marché unique africain. J'ai la conviction que par cette décision, d'autres pays suivront la marche pour que désormais, en allant au Kenya, en Éthiopie, en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria, partout ailleurs en Afrique, quand on est ressortissant de ce continent, que nous n'ayons pas besoin de cette formalité. Les autorités togolaises misent sur une augmentation des flux commerciaux, touristiques et des investissements régionaux. Cette décision intervient également dans un contexte de réduction annoncée d'environ 40% du coût des billets d'avion dans l'espace ouest africain afin de favoriser les déplacements sur le continent. Plusieurs acteurs économiques estiment que la combinaison entre baisse des coûts de transport et suppression des visas pourrait renforcer la fréquentation des aéroports africains et soutenir le développement des services liés au tourisme, à l'hôtellerie, à la culture et aux loisirs. Pour les organisations professionnelles du secteur touristique, cette mesure participe à une logique plus large de rapprochement des économies africaines et de valorisation du patrimoine régional. Aujourd'hui, nous, au niveau de la Fédération des entreprises du tourisme, nous sommes très fiers et nous soutenons cette décision. Et nous allons en faire une chaîne de valeur pour que le secteur du tourisme, le secteur des services récréatifs et le secteur de la culture puissent créer de la valeur ajoutée et développer notre continent. Au-delà de la mobilité des personnes, la zone de libre-échange continentale africaine est présentée par ses promoteurs comme un levier d'industrialisation du continent à travers la transformation locale des matières premières, la création d'emplois et le renforcement de la compétitivité des économies africaines. Avec cette réforme, le Togo rejoint le cercle encore limité des États africains favorables à une circulation sans visa pour les citoyens du continent.
Un signal politique qui intervient au moment où plusieurs pays accélèrent la mise en œuvre concrète du marché unique africain. Au-delà des échanges commerciaux, la mobilité régionale favorise également les échanges culturels, universitaires et professionnels. Plusieurs pays africains enregistrent une hausse des arrivées touristiques et des investissements après l'assouplissement de leur politique migratoire. Écoutons ce nouvel élément signé Rina Kwasi. Le Ghana amorce un virage dans sa politique migratoire en faveur des Africains. Dès le 25 mai 2026, à l'occasion de la Journée de l'Afrique, les ressortissants du continent seront exemptés de frais de visa pour entrer sur le territoire. Une mesure à forte portée symbolique en écho à la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, qui traduit la volonté des autorités ghanéennes de promouvoir la libre circulation et de renforcer l'intégration régionale. Le Ghana abrite le siège de la ZLECAf et à ce titre, il prêche à être un exemple pour le commerce, un exemple pour la facilitation, un exemple pour la libre circulation des personnes et des biens. D'où la nécessité de lever les visas inter-africains. Portée par le président John Dramani Mahama, la mesure entrera officiellement en vigueur le 25 mai. Elle s'accompagne toutefois d'un encadrement strict. Tous les voyageurs devront désormais passer par une plateforme e-visa. Interconnecté à plusieurs bases de données sécuritaires, ce dispositif permettra de maintenir un contrôle rigoureux des entrées. Selon le ministre des Affaires étrangères Samuel Okudzeto Ablakwa, cette réforme repose sur une infrastructure technologique renforcée, conciliant ouverture des frontières et impératifs de sécurité. Il n'y a pas, à mon sens, de risque pour des pays africains comme le Ghana de se libérer des frais de visa parce que l'exemplarité vient des marchés intégrés comme l'Europe qui ont, il y a très longtemps, abrogé les frais de visa, abrogé les contrôles entre pays membres de la même communauté. D'où la nécessité de libérer les visas qui vont nécessairement booster le commerce intra-africain et qui vont favoriser encore plus l'industrialisation du fait que chaque Africain n'aura pas le stress d'entrer dans un autre pays. Sur les 54 États membres de l'Union africaine, seuls 5 appliqueront à compter du 25 mai une suppression totale des visas pour les détenteurs de passeports africains. En rejoignant cette dynamique, le Ghana intègre un cercle encore très restreint. Le Bénin, le Rwanda, la Gambie et les Seychelles font figure de précurseurs, une avancée certes marginale à l'échelle du continent, mais qui nourrit l'ambition d'une libre circulation effective en Afrique. Docteur Faison l'a dit un peu plus tôt, le Rwanda, les Seychelles, le Bénin, la Gambie et désormais le Ghana ont choisi d'ouvrir largement leurs frontières aux ressortissants africains. À l'inverse, plusieurs pays continuent d'imposer des procédures de visa parfois longues et coûteuses. Comment expliquer cette Afrique à deux vitesses en matière de mobilité aujourd'hui? Je pense que à l'entame de votre propos tout à l'heure, vous avez bien dit qu'il y a une volonté affiché des dirigeants africains d'aller vers l'intégration africaine. Et quand on examine les constitutions de ces États-là, parmi les 55 États, j'ai eu l'occasion d'examiner les constitutions de plusieurs parmi eux, et je me suis rendu compte que les constitutions dans ces États-là ont clairement affiché la volonté d'aller vers une intégration africaine. Donc, c'est une volonté qui est consacrée dans des dispositions constitutionnelles. Maintenant, il y a un écart entre la volonté qui est affichée dans une disposition constitutionnelle ou dans une loi quelconque et la réalité. Bon, il s'avère qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. Si on regarde l'avènement de ces États-là, on va constater qu'en général, ces États-là sont relativement jeunes. La plupart de ces États-là ont acquis leur indépendance dans les années 60. Et avec l'indépendance, il y a la course vers une certaine modernité. Et qui dit modernité dit aussi éducation des citoyens, éducation à la citoyenneté. Et cette éducation-là ne va pas de soi. Parce que les peuples sont divers, les cultures sont diverses. Et le brassage des populations ne va pas de soi. Même lorsqu'on regarde
le fonctionnement des peuples dans un seul État, donc sur un seul territoire, on se rend compte que le vivre ensemble dans un territoire ne va pas de soi. Alors, a fortiori, entre 55 États. Je pense que c'est ce qui peut justifier que certains États soient à l'avant-garde et que d'autres traînent encore les pieds, même si dans les textes, il y a cette volonté affichée d'aller de l'avant. Monsieur Sikam, les entreprises africaines réclament davantage de mobilité pour leurs salariés et leurs partenaires. Les restrictions constituent-elles un frein à la compétitivité africaine aujourd'hui, selon vous? Très bonne question. Et la réponse avant de déployer va être oui. Elle constitue vraiment un frein. Parce que vous savez très bien, la liberté des biens et des personnes est un besoin primordial, est un besoin vital dans l'activité commerciale d'une entreprise. Alors, je vais prendre le cas, par exemple, de notre écosystème, la CEMAC, où souvent la liberté des biens et des personnes est souvent restreinte à un problème de visa et un problème d'accessibilité dans certains marchés. Donc, aujourd'hui, il y a la ZLECAf qui est applaudie par le secteur privé et nous espérons qu'il va être un peu plus rapide. Parce qu'effectivement, des fois, pour bouger, pour aller prospecter dans un pays, pour aller même à un rendez-vous d'entreprise, rencontrer un client, il y a souvent ces problèmes de visa qui ne viennent pas à temps, qui demandent des procédures, qui sont souvent numériques et après il y a encore des retards. Donc tous ces petits blocages là, ne sont pas favorables, ne sont pas encourageants pour le monde des affaires. Mais avec la ZLECAf et le projet de passeport que nous espérons, nous attendons, africains, vont vraiment être des ouvertures pour que nous puissions avoir vraiment un marché commun, solide et restreint. Alors, je reviens à vous, docteur Fesé. Vous parliez tout à l'heure de la volonté des États consacrés par les constitutions de ceux-ci, mais parlons un peu du rôle de l'Union africaine qui, depuis sa création, veut consacrer cette libre circulation. Pourquoi aujourd'hui l'Union africaine ne parvient pas à entériner ce principe-là? Bon, je pense que l'Union africaine en soi, c'est une entité, c'est vrai, mais ce n'est pas un État. Parce que l'Union africaine rassemble 55 États, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque le Sahara occidental est considéré comme étant un État en bonne et due forme par l'Union africaine. Et qu'est-ce qui fait la particularité d'un État? C'est le territoire. Or, l'Union africaine en soi doit composer avec l'existence de ces 55 États qui ont un territoire. Et sur le territoire, c'est l'État qui est souverain. Ce n'est pas l'Union africaine qui est souveraine. Bon, c'est vrai que en 2016, en juillet 2016, l'Union africaine a pris une initiative de mettre en place le passeport africain. Bon, ça c'est une matérialisation de la volonté de l'Union africaine. Mais il s'avère que depuis 2016, cette initiative-là ne porte pas des fruits réels parce qu'il y a encore ces barrières qui se situent au niveau des États africains. Mais il faut aussi relever que l'idée qui est portée par le passeport africain, cette idée-là, quand même, est aussi consacrée par les États, par 4 voies. On a vu tout à l'heure que certains États, souverainement, décident d'exempter désormais l'entrée sur leur territoire de visa par tout autre citoyen africain, tout autre citoyen émanant d'un autre État africain. Donc c'est une initiative d'un État. Ensuite, on a des États qui vont conclure des accords bilatéraux entre des États pour faire en sorte que les citoyens des États concernés puissent circuler librement. Donc ça, c'est des accords bilatéraux. Puis on a aussi constaté qu'au niveau sous-régional, vous l'avez évoqué tout à l'heure, au sein de la CEDEAO, même au sein de la CEMAC, il y a des accords entre des États qui sont membres de ces entités régionales et qui permettent, ces accords-là permettent une libre circulation des citoyens émanant des États concernés. Vous voyez que là, il y a quand même une volonté. Et finalement, il y a cette idée de passeport africain. Donc, globalement, certes, la volonté de l'Union africaine de mettre en place un passeport qui va remplacer les passeports émis par les États, cette volonté-là ne porte pas réellement fruit, mais
on constate que les États, soit individuellement, soit en groupe, mettent en place des initiatives qui produisent le même effet, mais ces effets-là sont limités entre les citoyens des États concernés. Monsieur Sikam, je reviens à vous. L'Afrique compte la population la plus jeune au monde avec près de 80%, près de 60% autant pour moi, de sa population âgée de moins de 25 ans. Si on se projette sur les 5 à 10 prochaines années, en supposant que la suppression des visas devienne une réalité dans beaucoup plus de pays africains qu'aujourd'hui, quelles seraient les implications sur le plan économique et en termes d'emploi jeune selon vous? Alors ça c'est vraiment le détail critique qu'il faut vraiment marquer dans ce débat. La première chose qui rend un pays attractif, c'est la facilité d'accès. Donc aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que même à notre niveau, au niveau du Cameroun, depuis qu'on a augmenté les frais de visa, il y a une chute des vacances, surtout pour les périodes festives comme les fins d'année. Nous avons cette chute de fréquentation. Alors aujourd'hui, avec la mondialisation, et l'avènement des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, des gens, après le Covid, du télétravail, beaucoup de gens travaillent en distance et sont plus à même à aller ailleurs chercher de nouvelles opportunités. Alors, pour le cas du Cameroun, par exemple, quand on veut être un pays ouvert à l'investissement, attirer de nouvelles opportunités d'affaires, attirer des investissements, il faut que l'accès au pays soit assez, pas léger parce qu'il y a des problèmes sécuritaires, mais soit assez ouvert. Mais maintenant, il faut aussi que dans cette collégialité, ou bien dans cette dualité, parce que c'est des revenus, avec la suppression des visas qu'on perd. Donc, il faut trouver des alternatives économiques pour remplacer les pertes des frais de visa. Mais maintenant, nos économies aussi, justement, ne sont pas introverties, parce qu'on veut tous se comparer à l'Union européenne ou bien au marché de l'Amérique du Nord. Et nous devons justement aussi apprendre à travailler ensemble et ne pas des économies de rente où nos matières premières sont exportées qui font nos sources principales de revenus, minerais, commodités et pétrole. À la fin de la journée, il faut que nous puissions comment travailler cette compétitivité et comment capitaliser sur la jeunesse dont vous parlez. C'est justement de rendre ces pays attractifs. Tout à l'heure, vous avez vu dans le documentaire, on a parlé du tourisme, de la culture. Et justement, ça c'est des revenus souvent très négligeables. Et on peut même encore parler de la créativité dans le sport, dans la mode et dans plein d'autres choses. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut juste montrer à tout l'écosystème qu'effectivement, on peut perdre des revenus d'un côté, mais on peut les générer de l'autre côté. Et justement, en permettant de capter aussi les intelligences. Parce qu'aujourd'hui, les intelligences vont dans un sens. Sans vouloir faire de pub, ils vont au Canada. Mais on peut aussi montrer qu'en Afrique, sans faire de pub, on peut être attractif et l'attractivité là vient par la facilité d'accès à ces différents pays et à ces différents marchés. Docteur Feuz, est-ce que vous avez des éléments de réponse complémentaires à la réponse que M. Sikam a apportée? Oui, alors M. Sikam a parlé de la nécessité de trouver des alternatives. Bon, il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, 47 États ont dûment souscrit à l'accord mettant en place la zone de libre-échange africaine. Alors, si ces États-là ont décidé volontairement d'adhérer à cet accord-là, c'est parce que ces États-là estiment que c'est un accord qui est nécessaire pour la prospérité, pour atteindre la prospérité de l'Afrique. Maintenant, on constate que les êtres humains qui sont censés porter cette croissance ou faire en sorte que ce commerce-là soit réel, que les êtres humains ont de la peine à se mouvoir. Bon, moi, je suis enclin à penser qu'il faudrait aller graduellement, de façon progressive, au lieu d'ouvrir le territoire ou d'examter tous les citoyens du visa tout d'un coup, peut-être aller graduellement, peut-être en ouvrant d'abord aux réels opérateurs économiques. On sait que dans la plupart des États, il y a des chambres de commerce. Et en général, une chambre de commerce a vocation à rassembler les acteurs, donc ceux qui, au quotidien, œuvrent à ce que le commerce fasse en sorte que le commerce se réalise. Donc, il me semble que la première démarche, qui serait minimale, serait de permettre à tous ceux qui sont dûment membres d'une chambre de commerce de pouvoir se déplacer vraiment sans visa. Et cela, il y aurait une cohérence
Donc si vous avez souscrit, si 47 États ont souscrit à cet accord-là, il me semble qu'il serait de bon ton de permettre à tous ceux et celles qui sont membres d'une chambre de commerce de pouvoir se déplacer librement sans nécessité de demander au préalable un visa. Alors, Monsieur Sikam, je reviens à vous. On parlait tout à l'heure des communautés régionales qui ont consacré la libre circulation comme pilier de leur intégration. Je pense notamment à la CEDEAO et la CAE où les chiffres parlent de près de 60% de taux de pénétration de la libre circulation. Et ils sont souvent cités comme modèles. Mais aujourd'hui, quelles sont, à votre avis, les limites des modèles qui se sont imposés en matière de circulation aujourd'hui? Alors, c'est un peu ambigu parce que c'est pas ambigu, je pense juste que on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Aujourd'hui, l'une des terres les plus attractives en termes d'immigration, sans faire de pub, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où justement ils ont mis vous faites tout en ligne et en 24-48 heures, vous y avez accès. Mais maintenant, le problème justement qui se passe, c'est justement des fois, si elle n'est pas contrôlée, il y a des problèmes sécuritaires. Il y a de véritables problèmes sécuritaires et je pense que la Côte d'Ivoire en a eu. Il y a eu des alertes de temps en temps. Et aussi, il y a des fois justement une mobilisation, une mouvance non qualifiée, comme disait le docteur tout à l'heure. Donc effectivement, il faut faire un écrémage. Mais peut-être, je m'aligne en droit de ligne avec le docteur, élargir. Mais bon, il y a aussi les scientifiques d'un côté, et il y a aussi les chercheurs qu'il faut mettre dans le pas. Mais effectivement, on va parler de l'immigration, on va parler de ces choses, mais effectivement, tout pays qui se veut compétitif, parce que là aujourd'hui, même dans la ZLECAf, si on n'a pas un plan d'industrialisation ZLECAf, il y aura toujours un déséquilibre entre, je prends l'exemple par exemple des pays du Nord, les pays du Maghreb, qui ont des industries plus avancées, et peut-être les pays de l'Afrique du Sud, Australe, qui auront des économies plus avancées que les nôtres. Donc il faut justement trouver le moyen de définir et de se mettre tous en phase avec comment est-ce que ces flux migratoires vont se passer. Vous allez en Afrique de l'Est, vous partez de Nairobi, du Kenya jusqu'en Tanzanie, les frontières sont ouvertes, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un déboulement de citoyens kenyans vers la Tanzanie ou vice-versa. Alors, quand on va sur ces projets, il faut déjà partir sur de la confiance. Mais si on part déjà avec des a priori et de se dire, oh oui, non, on est un pays producteur de pétrole, on aura une masse, et on aura une affluence des résidents d'un pays X ou Y, le projet ne va pas se faire. Donc, il faut aussi dire les raisons cachées qui se cachent derrière cette lenteur dont le docteur disait tout à l'heure, ou bien cette réticence-là qui sont des non-dits, si je peux dire ça comme ça. Il faut aller sur la bonne foi et de se dire, des gens viennent pour créer de la valeur. Et la valeur est créée par des humains. Dès que nous avons un nouveau-né, c'est du capital et c'est des nouvelles ressources. Est-ce que nous allons préférer avoir ces ressources partir dans un autre continent au lieu de rester dans le continent et générer de la valeur? Parce que dites-vous, vous financez l'éducation d'un enfant, l'éducation publique est subventionnée et financée, on paye tout, il arrive en terminale. Quand il doit commencer à rendre à la société, il s'en va. Donc, moi je pense que c'est tout cet écosystème qu'il faut créer vraiment pour que nous puissions être compétitifs et garder les premières ressources qui sont les ressources humaines sur notre continent. Monsieur Sika, merci pour cette intervention. Madame, Monsieur, nous marquons une courte pause dans ce débat. Nous revenons dans quelques instants. Madame, Monsieur, vous êtes dans l'Africa Newsroom. Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de votre programme. Aujourd'hui, nous parlons de la suppression des visas comme enjeu d'intégration continentale. Et pour ce faire, nous avons deux éminents invités sur ce plateau. Nous avons le docteur Innocent Fedzekamdem, enseignant permanent à l'IRI, qui est expert en droit du commerce international. Nous sommes également avec Monsieur Joël Sikam, industriel et président du PAJEC, patronat des jeunes entreprises
entrepreneur du Cameroun. Dans plusieurs régions du continent, confrontés au terrorisme, au trafic transfrontalier ou à l'immigration irrégulière, certains gouvernements restent prudents face à une ouverture totale des frontières. Docteur Feuzeux, plusieurs gouvernements invoquent la protection du marché de l'emploi national pour justifier le maintien des visas. Dans ce contexte où de nombreux pays africains connaissent un chômage élevé, cet argument vous paraît-il pertinent aujourd'hui? Bon, je pense que c'est un argument qui peut tenir la route. Mais dès lors qu'un État a librement décidé de souscrire à un accord qui promeut le libre-échange, bon, je pense qu'il serait cohérent que l'État en question permette aux êtres humains, aux acteurs du commerce, aux opérateurs économiques de pouvoir se mouvoir librement aussi. Donc là, il y aurait un souci de cohérence. Bon, par ailleurs, je pense que l'Afrique dispose de beaucoup de ressources naturelles. Et tout à l'heure, on a dit que la population africaine est essentiellement jeune. Et donc, il me semble que le défi, c'est plutôt d'essayer de valoriser ces ressources naturelles en procédant à leur transformation sur place, transformation sur le continent africain. Et pour ce faire, il y a un élément qui manque actuellement, c'est l'énergie. Parce qu'on ne peut pas parler d'industrialisation sans énergie. Si on prend le cas du Cameroun, par exemple, on va bien constater que les délestages sont quand même courants et récurrents, ce qui ne favorise pas et ne permet pas aux opérateurs économiques, je suis sûr que M. Sikam ne me démentirait pas, qui ne permet pas aux opérateurs économiques qui sont déjà implantés de se déployer et de pouvoir avoir des activités plus florissantes et de pouvoir recruter massivement. Donc, quand je dis massivement, ça dépend encore, parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a un risque qu'une partie de la main-d'œuvre ne soit plus nécessaire. Mais toujours est-il qu'il y a des secteurs dans l'économie africaine qui requièrent encore une grande masse de main-d'œuvre. Et il me semble que c'est en essayant d'accroître le gâteau qu'on va nécessairement faire en sorte qu'une bonne partie de la population, de l'État et même des autres, s'ouvrir aux autres pour que tout le monde puisse contribuer à l'accroissement du gâteau pour que tout le monde, finalement, y trouve son compte. Justement, on parle de pays qui ont décidé, là on parle surtout de gouvernements qui ont décidé d'entériner l'acte de la ZLECAf. Je pense à l'Afrique du Sud, où ce n'est pas le gouvernement qui est contre la mobilité, la libre circulation des peuples et des biens, mais c'est plutôt la population qui se soulève aujourd'hui. On a constaté ces derniers mois ou ces dernières semaines des relents xénophobes. Comment comprendre aujourd'hui la colère de cette population qui reproche à d'autres Africains de voler leur emploi alors que dans les faits, selon les études qui ont été menées, ce n'est pas le cas? Oui, bon, malheureusement, la situation en Afrique du Sud est quand même assez préoccupante. Et l'Afrique du Sud est un cas particulier, parce que malgré les changements qui ont eu lieu dans ces pays-là, dans les années 90, avec la prise en main par les Noirs du gouvernail politique, il me semble qu'au niveau économique, malgré des politiques d'incitation ou d'inclusion de la population noire dans le tissu économique, il me semble que les Blancs ont quand même gardé une partie substantielle de l'économie. Et ça se voit très bien quand vous y êtes. Et même, les transformations de la société ne peuvent pas se faire en 20 ans, 30 ans, parce que redistribuer la richesse en Afrique du Sud va demander un certain temps. Et pendant ce temps, il y a une bonne partie de la population qui se sent frustrée et qui pense que ce sont leurs frères et sœurs venant d'autres États qui leur volent leurs emplois ou leur gagne-pain, etc. Il me semble que c'est une mauvaise lecture de la situation. Et je suis quand même heureux de constater que les hommes politiques sud-africains ont compris cela et œuvrent à une éducation des masses. Bon, maintenant, il faut comprendre que ventre affamé n'a point d'oreille.
comme on dit souvent. Et donc, le défi réel, c'est d'œuvrer à l'industrialisation de l'Afrique. C'est vrai que l'Afrique du Sud était déjà industrialisée, mais à un moment donné, l'énergie, une fois de plus on revient à l'énergie, l'électricité a manqué, et avec d'autres facteurs, l'économie sud-africaine a commencé à décliner. Et ce qu'on peut constater en Afrique du Sud vaut pour plusieurs autres États africains. Et le comble quand même, c'est que même les États qui sont naturellement bien lotis, qui ont un potentiel hydroélectrique gigantesque, sont dans des difficultés économiques. Je pense notamment à la République démocratique du Congo. Je pense au Cameroun qui avait le deuxième potentiel désormais, qui a le troisième potentiel, qui malgré toutes ces ressources hydroélectriques ne parviennent pas à mettre à disposition des opérateurs économiques une énergie abondante et bon marché comme l'électricité. Alors, Monsieur Sikin, plusieurs États africains justifient leur prudence par des préoccupations sécuritaires. Vous avez commencé à embrayer sur ce pan tout à l'heure. Entre la menace terroriste au Sahel, l'instabilité dans certaines régions et les trafics transfrontaliers, la suppression des visas constitue-t-elle un risque réel ou un risque surestimé? Alors, moi, je vais toujours regarder les choses sur le plan économique. Et pour moi, ça, c'est regarder c'est la politique de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, aujourd'hui, avec la technologie, nous avons des passeports biométriques. C'est quoi un passeport biométrique? C'est un passeport qui est traquable, qui est localisable à une certaine distance, qu'on n'a pas dit aux citoyens. Alors, aujourd'hui, moi, je pense que la problématique qui se passe au niveau de ces raisons, pour moi, qui sont des excuses, scapegoating, si je peux dire ça comme ça, ne sont pas des raisons viables. Et moi, je pense qu'on devrait se concentrer sur l'industrialisation des économies. Moi, je serais fier qu'un pays soit une terre d'attractivité et une terre de Eldorado, parce qu'il y a des choses à faire, il y a des pépites intellectuelles de potentiel qui est vu de tous et dont tout le monde veut y aller. Je prends le cas du Rwanda, qui en termes de superficie est très petit, mais c'est Eldorado pour beaucoup. Alors, la problématique aujourd'hui est, pour parler du cas de certains pays, il faut juste industrialiser le pays, développer le pays et mettre des mesures incitatives et des mesures de barrières. La sécurité, c'est une chose, mais il y en a partout. Même dans notre petite maison, on est obligé de mettre des barrières et réguler. On ne s'enferme pas dans la maison, on régule l'entrée et la sortie. Donc pour moi, c'est vraiment de trouver comment y arriver, et c'est une affaire de co-construction. Alors, qu'est-ce que j'appelle co-construction? C'est le rôle de l'administration ou des gouvernants ou des politiques sont de créer un environnement propice. Le rôle régalien des États, c'est son armée, sa monnaie et sa défense. Et maintenant, le rôle du secteur privé, c'est-à-dire nous les opérateurs économiques, c'est de créer de la valeur. Et effectivement, comme le disait le docteur tout à l'heure, le problème énergétique, ce n'est pas seulement un problème du Cameroun, c'est partout. Mais en Côte d'Ivoire, ça a commencé, au Nigeria, qui est un géant économique, c'est pareil depuis des années. Donc ce n'est pas un problème spécifique au Cameroun, mais justement, ces politiques doivent se mettre ensemble et trouver des moyens. Et je peux vous dire que si nous sommes tous à l'unisson sur certains sujets d'industrialisation de nos États, de nos pays, le problème de sécurité, de migratoire et même d'insécurité n'aura plus sa place. Qu'est-ce qui crée l'insécurité? C'est parce que les gens veulent ailleurs chercher autre chose. Mais s'ils ont déjà ce truc-là sur place, pourquoi est-ce qu'ils vont aller chercher autre chose? S'ils ont des emplois décents, on parle des ODD tous les jours, des objectifs de développement durable. Les emplois décents font partie des 17-18 ODD des Nations Unies. Nous sommes des emplois décents à cette jeunesse qui mettent la pression à la génération dessus. Ben, si on crée tout cet écosystème-là, je peux vous dire que ces excuses ou bien ces problématiques-là, le risque zéro n'existe pas, mais je pense qu'elles vont drastiquement baisser. Votre réponse m'amène à m'interroger. Pour parler d'industrialisation, il faut qu'on parle de souveraineté sur nos ressources. Est-ce que les pays africains ont la souveraineté sur leurs ressources? Je ne parle pas seulement des ressources minières, mais même les ressources agricoles. Est-ce qu'on a le capital humain suffisamment formé pour pouvoir transformer les ressources qu'on veut pouvoir industrialiser à grande échelle? Le docteur a répondu tout à l'heure, et je pense que pour embrasser ce qu'il a dit, il faut que c'est des choix et c'est des orientations politiques. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont des économies de rente. Le cas du Cameroun, le Cameroun dépasse 70% des importations. Notre économie à 70-80% dépend de la commande publique.
Donc, il faut changer ce prisme-là et voir comment justement mettre des outils de production. On a commencé avec le café cacao, il y a des usines. On a commencé avec des unités brassicoles. En 2017 encore, il y en avait quoi? 3 ou 4. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 12. L'huile de palme, à l'époque, on avait quoi? 2 ou 3 champions. Aujourd'hui, il y en a plus de 10. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Là, je reste dans le cas spécifique du Cameroun. Et je pense que c'est la même chose. On a la chance que l'Asie, pour ne pas faire la pub de la Chine, a démocratisé l'industrialisation. L'accès à l'industrialisation aujourd'hui est un truc facile. Vous avez accès à une machine qui coûte 10 fois moins cher. Vous pouvez commencer quelque chose. Mais maintenant, est-ce que l'Afrique est une économie? Est-ce qu'on doit continuer à rester sur l'économie de rente quand on a une jeunesse qui boom? Non. Est-ce qu'on a une terre d'attractivité? Oui. La première chose pour laquelle les usines aujourd'hui s'installent, moi qui suis de la ville la ville de la capitale économique du Cameroun, il y a un boom des installations industrielles au Cameroun. La simple raison est que nous avons des ressources humaines et elle est moins chère comparée à d'autres pays. Nous avons un know-how, une ardeur au travail, mais maintenant il faut mettre tout ça en musique pour pouvoir justement avoir le résultat que nous attendons et que nous escomptons. Alors, docteur Feuzet, les pays les plus ouverts comme le Rwanda ou le Ghana estiment que les bénéfices économiques de la mobilité dépassent les risques. Pourquoi cette vision peine-t-elle à convaincre une partie des gouvernements africains selon vous? Bon, je pense que l'exemple du Rwanda ou même l'exemple que vous avez évoqué tout à l'heure, cet exemple-là commence à faire tache d'huile. La preuve, tout récemment, le Togo, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre reportage, le Togo a choisi cette voie-là. Le Congo-Brazzaville aussi vient de choisir la même voie. Et même le Cameroun. Le Cameroun a une tradition de signature d'accords bilatéraux avec plusieurs États africains en vue de faciliter la circulation des citoyens. Et il y a actuellement en négociation très avancée un tel accord entre le gouvernement camerounais et le gouvernement de Côte d'Ivoire pour faire en sorte que les citoyens de ces deux États-là puissent se mouvoir librement. Donc, il y a quand même des États qui sont volontaires pour aller dans cette voie. Mais il y a aussi des réticences qu'il faut comprendre. Et je pense que l'une des réticences majeures, c'est vraiment la sécurité. Parce que sans paix, sans sécurité, on ne pourrait même pas aspirer au développement, encore moins au libre-échange dont on parle. Et donc, certains États soucieux de préserver la sécurité veulent d'abord maîtriser la population, des personnes qui sont sur le territoire, avant de pouvoir songer à ouvrir le territoire à l'entrée d'autres ressortissants africains. Et il me semble que là, c'est tout à fait compréhensible. Mais en revanche, je reviens sur l'accord mettant en place le libre-échange. Moi, j'ai de la peine à comprendre qu'un État librement souscrive à un accord et ne prenne pas d'autres mesures qui sont nécessaires à la matérialisation de cet accord-là. Et quand même, j'ai bon espoir que les États graduellement vont aller dans ce sens. Et tout à l'heure, j'ai évoqué une piste. Bon, si on ne veut pas ouvrir à tous les ressortissants africains, qu'on aille donc graduellement, en ciblant les principaux acteurs, en ouvrant aux chercheurs ou à l'élite intellectuelle, avant finalement d'ouvrir à la masse. Il me semble que cette voie d'aller graduellement serait tout à fait plausible. Par ailleurs, il n'y a pas que pour qu'on puisse effectivement arriver à l'avènement du libre-échange bénéfique pour tout le monde, il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est le droit en lui-même. Parce que vous avez beau ouvrir vos frontières pour que les gens puissent circuler librement, mais si le droit n'est pas accessible, ou facilement accessible, et s'il n'est pas connu, on aurait de la peine. Et c'est dans ce sens que on avait mis certains États africains ont mis en place, ont été précurseurs en mettant en place l'OHADA, l'Organisation pour la modernisation en Afrique du droit des affaires, qui a vocation à s'appliquer dans tous les États africains. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'y a que 17 des 55 qui sont membres de l'Organisation pour la modernisation en Afrique du droit des affaires. Il me semble que c'est aussi une piste qu'il faut
explorer pour faire en sorte que l'intégration africaine à laquelle nous aspirons tous, parce que quand on lit la vision de l'Union africaine, on constate bien qu'à l'horizon 2063, on veut avoir une Afrique prospère, dirigée par les Africains eux-mêmes. Mais on ne pourrait pas arriver à cette destination-là si on ne met pas en place ces mécanismes-là. Et vous voyez bien que la vision de l'Union africaine s'étire jusqu'en 2063. Donc c'est donc dit qu'on a laissé un certain temps aux États africains d'entrer dans cette mouvance-là. Donc je pense qu'avec le temps, on va nécessairement y arriver. Justement, cette piste que vous évoquez, celle de l'OHADA, est-ce que le problème ne se trouve pas dans l'accès à l'information? Vous parlez de 17 États sur 55 qui ont rejoint cette initiative. Comment comprendre qu'aujourd'hui, en dépit de tout ce qui est fait, même grâce à l'Internet, on n'arrive pas encore à pouvoir concrétiser cette vision-là? Bon, plusieurs raisons peuvent justifier la réticence de certains États africains, mais je pense que la principale raison qui est très souvent avancée, c'est de dire que le droit au HADA émane de la France. Et donc certains États pensent que l'OHADA est une sorte de néocolonisation qui se poursuit. Et, bon, il me semble que cet argument-là, à l'analyse, ne tient pas la route. Parce que nous avons commis un article là-dessus. Parce que les États africains sont souverains. Et ce sont des 17 États. Bon, au départ, ils étaient 16. La République démocratique du Congo a rejoint le train. Parce que les 11 actes uniformes qui ont été mis en place par l'OHADA actuellement sont l'œuvre des Africains, même si on a parfois fait appel à une expertise étrangère. Mais ce sont les États africains qui ont mis en place ces règles de droit-là, qui ont vocation à faciliter la vie des opérateurs économiques, comme M. Sikam. Et donc, moi je pense que si les États africains veulent vraiment aller dans, surtout les 47 que j'ai évoqués tout à l'heure, s'ils veulent vraiment qu'on ait un libre-échange qui fonctionne correctement, il faudrait aussi mettre à disposition des opérateurs économiques un code de règles qui soit harmonisé, simple, moderne, comme comme le souhaite l'OHADA au travers des 11 actes uniformes qui existent déjà. On a beaucoup parlé de la libre circulation. Les personnes sont beaucoup touchées à la circulation des biens et ce qu'elle entraîne souvent les barrières tarifaires, douanières. Aujourd'hui, M. Sikam, en tant qu'opérateur économique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Quel est le poids aujourd'hui de voir sa marchandise tripler au niveau du prix lorsqu'elle quitte, par exemple, le Cameroun pour un pays comme le Nigeria ou pour un autre pays comme la Tanzanie? Alors, ça c'est une très bonne question et justement, on va repartir je veux avoir une approche holistique et sans vouloir faire des discriminations. On a des cultures et des États qui sont habitués à taxer. Nous avons beaucoup de taxes, parce que même les visas, c'est une taxe. Et aujourd'hui, moi je pense même que, et je gardais ça pour la fin, il y a un coût plus important que les visas. C'est les frais aéroportuaires. Je viens du monde des affaires, donc à la fin de la journée, quand je prends le billet, je regarde exactement. La mobilité intercontinentale coûte plus cher que la mobilité continentale et voire même régionale. Et tout simplement à cause du coût des taxes. Donc, les frais de visa, c'est une forme de taxe. La libre circulation des produits. Nous avons des problèmes de corridor ici de temps en temps au Cameroun. Parce qu'il y a justement des postes de taxation à chaque niveau. Alors, ils ont mis les incitations il y a quelques années. Mon entreprise en a bénéficié depuis 2016, où on est exempté de droits de taxes entre certains États si les produits sont fabriqués localement. Donc, on a une exonération sur le... Mais est-ce qu'elle est prise en application d'une barrière à une autre? Non. Donc, ce qui fait justement que le coût de production après les coûts énergétiques sont très élevés. L'industrialisation, c'est la transformation par l'énergie d'une matière première à un produit fini. Donc, si on prend le cas, si en Asie, qui est une compétition, ou en Inde, le coût énergétique est de 1, et que vous venez pour le même produit, vous le fabriquez en Afrique centrale
où le coût énergétique est de 4, on ne sera pas compétitif. Donc la compétitivité ne sera pas là. Et le docteur Lapétal a insisté sur l'énergie, qui est un problème très vrai. Avant maintenant de parler du problème de taxation, des barrières, c'est ça en fait. Donc il faut justement, c'est pour ça qu'un produit quitte de Douala pour un pays voisin, souvent les prix se retrouvent doublés, triplés à cause de tous ces coûts-là. Donc c'est vraiment des trucs, bon ça c'est des problèmes administratifs qui sont à gérer, qui pèsent sur le secteur privé, mais il y a déjà des débuts de solutions qui sont mis en place. Il y a des concertations, il y en a eu dernièrement à N'Djamena. Il y a eu un forum la semaine dernière ici à Yaoundé avec le forum PML. Et justement, ces problèmes de libre circulation, de transit des produits et des personnes, on essaie déjà de tenir des rayons de formation pour que le secteur privé transmette une doléance à l'administration centrale pour que ces choses-là puissent être décantées et qu'au niveau régional et panafricain, des voix autoritaires et éminents comme celle du professeur Feuze Kamdem puissent être portées, où le secteur privé n'a pas qualité à défendre ses intérêts. Docteur Feuze, est-ce que vous avez une autre lecture par rapport à cette question? Oui, je voudrais évoquer deux aspects. Le premier aspect, c'est que la vocation d'un accord de libre-échange, c'est justement d'abaisser, sinon de supprimer les barrières tarifaires et même non tarifaires. C'est ça la vocation d'un accord de libre-échange. Et donc, les 47 qui ont déjà décidé, 47 États qui ont déjà décidé de souscrire, donc qui ont déjà accepté l'accord de libre-échange, acceptent aussi que désormais les droits de douane doivent être abaissés et finalement disparaître. Acceptent aussi que les normes doivent converger, les normes concernant les produits doivent converger. Donc ça, c'est le premier aspect que je voudrais évoquer. Deuxième aspect, c'est de dire qu'au sein de l'Union africaine, il y a dans la prospective, dans l'ambition du plan de 2063, il y a un plan de maillage par la mise en place d'un réseau ferroviaire et routier sur tout le continent africain. Donc c'est un plan qui existe, qui est déjà à l'œuvre dans la mesure où les États individuellement ou au sein de sous-régions travaillent à mettre en place ces corridors-là pour que finalement, à terme, on puisse partir du Caire vers le Cap, de Lagos jusqu'à Nairobi, etc., etc. Donc il y a cette vision-là qui a été conçue et qui est en train d'être matérialisée au fil du temps. Cependant, il faut relever que concernant l'aspect aéroportuaire, là, on a actuellement beaucoup de problèmes qui, de mon point de vue, ne devraient pas ou auraient dû être résolus depuis longtemps, puisque lorsque les États africains ont acquis l'indépendance, l'une des premières mesures qu'ils ont mis en place, c'est de mettre en place une compagnie continentale, une compagnie commune, Air Afrique. Mais curieusement, on se rend compte qu'avec le temps, ces idées qui étaient tout à fait nobles et qui devaient concourir à l'avènement de l'intégration africaine sur ces aspects-là, ces idées-là sont abandonnées au profit de compagnies nationales. Donc, vivement que les États africains se ressaisissent un peu et reprennent le droit chemin, parce que nous sommes dans un monde très compétitif. Les États africains sont en compétition avec d'autres géants, pas seulement les États-Unis d'Amérique, mais aussi la Chine, l'Inde, l'Union européenne. Donc, nous, les 55, il est grand temps que nous puissions taire certains aspects de nos souverainetés pour mettre en commun nos moyens pour pouvoir atteindre l'objectif que les pères fondateurs de l'Union africaine ont mis en place. Ce débat montre que la suppression des visas entre États africains touche aux enjeux de commerce, d'investissement, d'emploi, de sécurité et plus largement à la construction d'un espace africain davantage intégré. Alors que la ZLECAf ouvre la voie à un marché continental sans précédent, la libre circulation des personnes et des biens apparaît pour beaucoup comme l'une des conditions essentielles à sa réussite. Nous remercions nos invités, le Dr Innocent Feuze Kamdem, enseignant permanent à l'IREC,
expert en droit du commerce international, et Joël Sikam, industriel et président du PAJEC, patronat des jeunes entrepreneurs camerounais, d'avoir été avec nous. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur Africa 24. Tout de suite, une nouvelle édition de l'actualité africaine.